Bien, bonsoir à tous. Bon, en effet, je viens de donner 4 heures de cours à l'école centrale et j'ai bizarrement envie de dormir. Mais le, le sujet va me réveiller. Alors merci d'être là déjà. Et le temps, c'est une question qui m'est apparue comme cruciale à un certain moment de ma vie pour des raisons biographiques que je ne vais pas rappeler. Mais ça partait d'une remarque de Paul Valéry qui dit que finalement, nous comprenons les phrases que nous prononçons qui contiennent le mot temps uniquement parce que nous parlons vite. C'est parce qu'on parle vite qu'on se comprend. En fait, si on parle lentement, et si on imagine qu'on extrait le mot temps qu'on a mis dans une phrase du flux verbal dans lequel on l'a inséré, on le sort, et on s'aperçoit qu'on ne sait plus ce que c'est. Autrement dit, c'est la phrase dans laquelle on met le mot temps qui dit le sens qu'il a dans cette phrase. Et il y a des phrases qui laissent entendre que le temps est une substance. Ça serait quelque chose de particulier, une sorte de corps. Il y a d'autres phrases qui laissent entendre que le temps serait une entité physique, plus ou moins abstraite. Il y a d'autres phrases qui laissent entendre que le temps serait un fluide, qui coulerait comme un fleuve. D'autres qui laissent entendre que c'est une production de la conscience. D'autres que c'est une construction culturelle qui n'existe pas partout. Bref, il y a un problème de langage. Que désigne le mot temps? Et en fait, dès qu'on l'extrait de la phrase dans laquelle on l'a inséré, il se transforme en énigme. Et ça pose la question, qui a servi de titre pour cette soirée, qui est légitime à parler du temps? Question provocatrice, puisque dès qu'on la pose, on pose en même temps la question de savoir qui est légitime à dire, qui est légitime à parler du temps. Et puis, etc., et puis, etc. Et on aboutira forcément à la conclusion, au bout de cette régression infinie, à l'idée que c'est pas moi. Mais j'en profite, je suis là. Mais on voit bien que ce mot temps, il est ambigu pour les raisons que vous avez dites. C'est-à-dire qu'on le confond avec les phénomènes temporels. On fait comme si il avait les propriétés des phénomènes qui se déroulent dans le temps. Finalement, le temps se donnerait à nous par les phénomènes temporels. Au point qu'aujourd'hui, quand il y a un colloque sur le temps, c'est toujours le même programme qui est proposé. En premier intervenant, un philosophe qui parle du temps des philosophes, puis un cosmologiste qui parle du temps de l'univers, puis un physicien qui parle du temps physique, puis un biologiste qui parle du temps biologique, puis un géologue qui parle du temps géologique. Et en fait, ça se dégrade à chaque fois. Et à la fin, les gens s'en vont, quoi. Et ils ont chacun parlé de leur temporalité. On voit bien qu'il y a une temporalité biologique. Mais comment est-ce qu'on mesure la temporalité biologique? Par des horloges. Donc le temps biologique, s'il existe, il est secondaire par rapport à un temps physique qui permet de le caractériser. Bref, on parle du temps comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels. Mais si le temps avait des habits d'arlequin, c'est-à-dire s'il ressemblait à ce qui se passe en son sein, est-ce que ce serait quelque chose qui serait... Est-ce que ce serait un concept? Est-ce qu'il serait digne d'être pensé s'il ressemblait à ce qui se passe en son sein? Et moi, j'ai l'impression que tous nos discours portent davantage sur les temporalités, la façon de se produire dans le temps, plutôt que sur le temps même. Et donc, mon pari à moi, c'est de dire le temps, c'est une chose qui n'a rien à voir avec la temporalité des phénomènes. Et quoi qu'il se passe dans le temps, ça ne dit rien du temps. Ça dit des choses, des phénomènes, et non pas du temps même. Bon. Et ça, c'est la première remarque. Donc, on lui donne des adjectifs qu'à mon avis, il ne mérite pas. Ensuite, comme vous l'avez dit, il est victime d'une polysémie fulgurante. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps désigne la durée. Mais la durée, c'est pas le temps. C'est-à-dire, on mesure des durées, mais qui a jamais mesuré le temps? C'est-à-dire ce mécanisme secret qui fabrique de la durée, qui fait qu'on n'est jamais présent au même instant présent. Bon, c'est pas dit ça. Il y a des phrases dans lesquelles le temps est synonyme de changement. On dit que si plus rien ne se passe, si plus rien ne change, le temps s'arrête. Mais ça veut dire quoi, le temps s'arrête? Est-ce que c'est la chute dans le néant? Ou c'est le maintien d'un présent éternel? C'est pas précisé. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps est synonyme de vitesse, d'accélération, de devenir, d'époque, etc. Bref, ça fait beaucoup trop de sens différents pour un seul mot qui n'a que 5 lettres. Et donc là encore, il faut s'appuyer sur
sur Paul Valéry qui dit il faut procéder à ce qu'il appelle un nettoyage de la situation verbale. Voilà. C'est-à-dire que nos façons de dire le temps n'éclairent pas sur le temps. Elles éclairent éventuellement sur notre rapport à lui, mais aucunement sur sa nature. D'où la question, qui est légitime à parler du temps? C'est-à-dire quel est le point de vue surplombant qu'on a le droit d'utiliser pour faire une critique du langage? Alors comment est-ce qu'on procède pour faire ce nettoyage de la situation verbale dont parle Paul Valéry? À tout seigneur, tout honneur. On commence par les philosophes. On dit finalement les philosophes, ce sont eux qui ont saisi et posé la question du temps en premier. Alors on peut discuter de la date, etc. Mais il y a quand même des auteurs qui ont fait référence. Avant Aristote, il y a eu Héraclite qui a pensé le devenir, etc. Et donc on va dire, regardons du côté des philosophes, c'est eux qui ont posé la question du temps et qui peut-être l'ont résolue. Mais quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que ça ne va pas bien marcher. Pourquoi? Pour plein de raisons, notamment, premièrement, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Donc lequel choisit-on comme référence? Qui a notre préférence? La deuxième raison, c'est que quand on regarde les différentes thèses philosophiques sur le temps, on s'aperçoit grosso modo qu'elles se rangent en deux catégories. Il y a les doctrines, qu'on appelle les doctrines de la conscience, qui font dépendre le temps de la conscience. Le temps dépendrait sur une sorte de construction, une sorte d'a priori de notre sensibilité, comme dirait Kant. C'est quelque chose qui est en nous et que nous projetons sur le monde. Donc c'est des philosophies que certains appellent corrélationnistes, qui font dépendre le temps de la conscience de l'individu. Alors parmi les gens qui adhèrent à ces thèses, il y a évidemment Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson, enfin tous quoi. Saint-Augustin qui est peut-être celui qui a le mieux montré le paradoxe du temps. Le temps ne s'écoule que dans l'âme, etc. Bon, voilà. C'est l'âme qui fait la distinction entre le passé, le présent, le futur. Sans âme, il n'y a pas de temps, etc. Bon. Et donc ils sont majoritaires. Il y en a d'autres, plus rares, qu'on appelle les philosophes du concept, qui eux pensent que le temps ne dépend pas de la conscience. Aristote, par exemple, qui dit que le temps est le nombre de mouvements selon l'avant et l'après. Jolie formule qui veut rien dire, puisque je vous défie de définir les notions d'avant et d'après sans avoir le concept de temps. Donc définir le temps à partir d'un concept qui le présuppose, ça n'est pas le définir, c'est fabriquer ce qu'on appelle une tautologie. Et d'ailleurs, c'est une grande remarque de Blaise Pascal, dont on fête les 400 ans. Il est impossible de définir le temps. Vous ne pouvez le définir qu'en rapport à lui-même. Alors qu'une vraie définition consiste à montrer comment un concept dérive d'un autre concept qui est plus fondamental que lui. Mais pour le temps, c'est impossible. C'est un concept primitif, comme on pourrait dire. Soit on l'accepte, sans le définir, soit on le refuse, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de le définir. Mais vous voyez bien que cette distinction que je fais entre les deux types de philosophie va poser des problèmes. Pourquoi? Parce que si vous dites que le temps dépend de la conscience, ce que vous pouvez argumenter brillamment, enfin les systèmes dont je parle, notamment celui de Kant, c'est vraiment ciselé comme du Praxitèle. Hein. C'est hyper bien argumenté. Et pour trouver une faille logique chez Kant, il faut être fort. D'accord ? Donc il n'y a pas de faille logique. Mais il y a un problème qui est apparu notamment au XXe siècle. Au XXe siècle, quand on est physicien, on sait que on a compris, d'une façon qui est difficile à contester, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. Voilà. Ça, c'est un fait brut. On a compris aussi que l'homme, disons le genre Homo, est là depuis quelques millions d'années. Mais quand vous mettez ensemble ces deux données, ça donne l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Ok. Maintenant, imaginez que vous adhériez à une thèse corrélationniste. Le temps dépend de la conscience. Expliquez-moi comment il a pu passer, s'il a besoin de la conscience pour passer, avant que la première conscience apparaisse. Autrement dit, si le sujet conscient est une production historique de l'évolution de l'univers, comment le temps, avant que cette production advienne, a-t-il pu passer? Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui est quand même assez grave.
Et il y a même des gens qui disent qu'il est suffisamment grave pour réfuter l'idée que le temps dépendrait de la conscience. Et donc là, vous arrivez à la deuxième hypothèse. Le temps est une entité autonome qui ne dépend pas de la conscience. C'est-à-dire qu'il serait ce qu'elle est, même si aucune conscience n'était là pour en prendre conscience. Et à ce moment-là, vous allez dire, le temps, c'est peut-être cette chose abstraite que décrivent les physiciens. Alors, comment est-ce qu'on représente le temps en physique? Et d'ailleurs, ça a colonisé toutes les disciplines. Par un axe, par un segment, une droite, à une dimension qu'on appelle l'axe du temps. Et sur cet axe, on met une flèche. Cette flèche, elle est là pour dire, ça avance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas libre de choisir votre position dans le temps, vous êtes là où vous êtes. Et quand vous êtes présent à l'instant présent, vous êtes obligé de suivre le cours du temps, voilà, qui a son rythme que vous ne pouvez pas modifier. Mais vous voyez bien, et là c'est une remarque de Kant, qui va d'ailleurs alimenter de façon assez tendue le débat entre Einstein et Bergson à Paris en 1922, quand ils se sont rencontrés, c'est que finalement, en faisant cette représentation que je viens de rappeler, en réalité, on traite le temps comme s'il était de l'espace. En oubliant qu'il y a une différence radicale entre l'espace et le temps, c'est qu'une longueur dans l'espace, elle est constituée de points qui coexistent. Le diamètre de cette table, voilà, c'est une certaine longueur qui est constituée de points d'espace qui existent ensemble. Ils sont tous là en même temps. Alors qu'une durée qu'on présente comme l'équivalent temporel d'une distance dans l'espace, elle est constituée d'instants qui, par définition, n'existent pas ensemble. Autrement dit, une durée, c'est un concept qui est beaucoup plus mystérieux qu'une longueur. Voilà. Les instants du temps ne coexistent pas, alors que la représentation que nous en donnons les fait coexister. D'où la question. Quand vous êtes présent à l'instant présent, sur l'axe des temps, vous êtes présent là, à l'instant T, les instants du passé, ils existent encore ailleurs que là où vous êtes? Ou est-ce qu'ils sont tombés dans le néant? Et puis les instants du futur, est-ce qu'ils existent déjà à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'ils sont encore dans le néant tant que vous n'êtes pas arrivé? Autrement dit, quand vous pensez au présent instant, est-ce que vous pensez à quelque chose qui est ceinturé par du néant? Ou est-ce que vous pensez à un point dans le temps qui suit une ligne qui se parcourt dans un temps qui existe de toute éternité? Voilà. Cette représentation du temps ne le dit pas. C'est pour ça que Kant disait que cette façon de représenter le temps était une monstruosité topologique. Au sens où elle fait coexister des instants qui ne peuvent pas exister ensemble. Et la flèche qui est indiquée, elle vient dire, de façon symbolique, il suffit de lire Newton qui l'a introduite, elle vient dire de façon symbolique, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Vous êtes obligé de vous bouger, de suivre le cours du temps. Ce qui n'est pas vrai dans l'espace. La meilleure preuve, là, vous êtes assis au même endroit depuis quelques minutes, sans bouger, vous êtes capable de rester au même endroit de l'espace autant de temps que vous voudrez. Dans le temps, c'est pas possible, vous êtes obligé de suivre le cours. Il y a une dynamique dans le temps qui n'existe pas dans l'espace. Il y a un renouvellement de l'instant présent, puisque finalement, à chaque fois qu'un instant présent apparaît, il est immédiatement remplacé par un autre instant présent, etc. Et le moteur de ce renouvellement, c'est ce qu'on appelle le temps, qui n'est donc pas la durée. Le temps, c'est ce qui fait qu'il y a toujours du présent qui est présent, sans qu'il soit jamais le même. Quel est le moteur de ce renouvellement, qu'on appelle le temps? Réponse, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'on met une flèche. La flèche, elle vient dire, il y en a un, mais on ne sait pas de quoi il est fait. Est-ce qu'il est physique, etc. Donc vous voyez, pour résumer ma réponse à votre question, soit vous dites que le temps dépend de la conscience. Et là, vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité. Et je vous souhaite bon courage. Soit vous dites qu'il n'en dépend pas, et vous devrez affronter le paradoxe du moteur du temps. De quoi est-il constitué?
Alors comment est-ce qu'on sort de cette aporie quand on veut vivre avec son temps? Alors évidemment, on pourrait s'appuyer sur le langage. Hein. C'est ce que proposait Yankelevitch. Il dit, bah voilà, on fait la recension de toutes les phrases que nous prononçons qui contiennent le mot temps, et puis on regarde le sens du mot temps dans chacune de ces phrases, puis on les met ensemble, ces différentes significations, et on regarde leur intersection. Et le point commun entre tous ces sens différents du mot temps, ça sera le vrai temps. Mais quand on fait le travail, il le dit lui-même d'ailleurs, on s'aperçoit que l'ensemble qui intersecte toutes ces définitions, c'est l'ensemble vide. Les définitions sont contradictoires les unes avec les autres. Donc le langage, il faut l'abandonner. C'est pas lui qui va nous permettre de saisir le temps. Un des symptômes de ce que j'avance là, c'est la lecture de Saint-Augustin. Vous lisez le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 16 siècles. Vous le lisez dans une traduction ancienne ou bien moderne, mais même si vous lisez une traduction ancienne, ce chapitre fait 20 pages, vous le lisez, et vous comprenez tout ce que dit Saint-Augustin. C'est quand même incroyable ça. Un texte du IVe siècle, on comprend tout. Alors, l'explication de ce phénomène étrange, elle est simple. C'est que nous parlons en 2023 comme Saint-Augustin. Toutes les expressions qu'on utilise aujourd'hui, il les utilise. Et ça, c'est quand même signe de mauvais signe. Pourquoi? Parce que entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac et quelques autres qui ont complètement changé notre façon de penser le temps, son rapport à l'espace et son rapport à la matière. Ce sont des révolutions à chaque fois. Et donc, si nous parlons comme Saint-Augustin, c'est tout simplement parce que notre langage charrie avec lui des a priori clandestins, invariables, qui déterminent notre façon de le penser. Je veux dire par là que notre façon de penser le temps n'est nullement affectée par les révolutions qui ont modifié notre façon de le comprendre. Autrement dit, le langage, il se répète. Voilà. Et on répète des phrases comme « le temps passe ». Ah ouais, mais s'il passait vraiment, il n'y en aurait plus. Il finirait par s'user. C'est une remarque qui m'a été faite par un élève de CM2, ça. C'est incroyable. Il m'a dit, monsieur, vous dites que le temps passe, mais à force de passer, il devrait trépasser. C'est génial. Et oui, en fait, le temps, il est toujours là, et on dit qu'il passe. C'est quand même bizarre. Ce travail de renouvellement de l'instant présent, il ne cesse jamais. Donc le temps qui fait ce renouvellement est toujours là. Donc on pourrait tout à fait défendre l'idée que le temps est la seule chose dans l'univers qui ne passe pas. Voilà. Et quand on dit le temps s'accélère, tous les jours on entend ça. Le temps s'accélère. Ah bon? Ah bon? Alors pour avoir une accélération, je vous rappelle qu'il faut déjà avoir une vitesse. Une vitesse, mathématiquement, c'est une dérivée par rapport au temps. Une voiture qui roule à 100 km/h, elle fait 100 km par heure. Ben alors la vitesse du temps, c'est quoi? Ben vous allez dire, ah le temps, il a une vitesse, oui, il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Non, le temps n'a pas de vitesse, il n'a donc pas d'accélération. Là encore, on confond ce qui se passe dans le temps avec le temps lui-même. Au motif que le rythme de la production augmente, on dit que le temps s'accélère. Mais non, une seconde d'aujourd'hui dure la même durée qu'une seconde d'il y a 1 milliard d'années. Et d'ailleurs, si les secondes d'aujourd'hui duraient une demi-seconde, on ne dirait pas qu'elles durent une demi-seconde. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Si les secondes d'avant duraient une demi-seconde aujourd'hui, on dirait qu'elles durent une demi-seconde et pas une seconde. Donc, cette notion d'accélération du temps n'a aucun sens, mais on continue à produire cette phrase sans jamais l'interroger. Et en fait, à chaque fois que vous prenez une phrase et que vous tentez de l'interroger, faites-le pour vous amuser, vous verrez que vous tombez sur des paradoxes. Et d'ailleurs, le temps que Newton mathématise pour la première fois et va utiliser comme paramètre de la mécanique, le paramètre T, ce paramètre T, il a
alors qu'il a une propriété incroyable. Le paramètre T qui désigne le temps chez Newton ne dépend pas de ce qui se passe dans le temps. Il est indépendant des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans l'espace et dans le temps, ça n'affecte pas le temps ni l'espace. Et donc le temps, il est complètement inerte et indifférent. Rien ne l'affecte. Or, dans le langage, je l'ai dit, on confond le temps et les phénomènes temporels, on confond le temps et le changement. Or, chez Newton, le paramètre T ne dépend pas du temps. Moi, je me souviens, quand j'étais en terminale, j'étais choqué par ça, parce qu'on écrivait le paramètre T dans les équations de la mécanique, ou même à l'époque, on avait les équations de Maxwell, quand tu retires du programme. Donc je voyais, moi, écrit au tableau, T tout le temps. Mais je disais au prof, mais quand même, le temps en passant, il doit changer. Et donc, si on désigne de la même façon tous les instants du temps, ça veut dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc le temps qu'on associe au changement, il apparaît comme une chose qui ne change pas. Et le gars, enfin le prof, on m'a dit Klein, vous avez l'esprit tordu. Mais c'est pas vrai. Parce que bien plus tard, j'ai découvert que ce que je venais de dire là, c'est une chose qui a servi de théorème pour Émile Noether, une grande mathématicienne. En 1918, elle publie un théorème incroyable qu'Einstein va saluer comme étant un des plus beaux travaux de physique mathématique de l'histoire, c'est quand même pas rien. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que justement, le fait que la variable T dans les équations de la physique ne dépend pas du temps, tous les instants du temps ont le même statut, veut dire que les lois physiques sont invariantes par translation du temps. Autrement dit, les lois physiques d'aujourd'hui, je parle des lois physiques, pas des lois de la physique, parce que les lois de la physique, elles sont dans l'histoire. Je parle des vraies lois, les lois physiques. Ben, elles sont aujourd'hui comme elles étaient il y a 1 milliard d'années, comme elles étaient il y a 12 milliards d'années. Elles ne changent pas. Et Émile Noether va montrer que cette invariance par translation du temps des équations implique la conservation de l'énergie. Et donc si on dit que l'énergie se conserve, c'est simplement un résultat qu'on peut déduire du fait que le temps, en passant, ne change pas les lois physiques. Alors vous allez me dire, mais c'est débile, puisque vous avez dit tout à l'heure que l'univers a 13 milliards d'années, il a donc une histoire. Donc ce que je viens de dire est débile. Mais non, parce que, et c'était un grand débat que je ne vais pas résumer, qui a mis en scène Einstein et quelques autres, on a fini par comprendre qu'en fait, quand on dit que l'univers a une histoire, on veut dire que ce qui évolue, c'est l'espace qui est en expansion, mais aussi les conditions physiques. L'univers d'avant, il était beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense, beaucoup plus énergétique que maintenant. Et l'évolution des conditions physiques est pilotée par des lois qui, elles, n'évoluent pas. Autrement dit, on pourrait dire que la physique, c'est une sorte de législation invariable des métamorphoses. Autrement dit, c'est des lois qui expliquent le devenir sans qu'elles-mêmes soient soumises au devenir. Et d'ailleurs, en physique, ça nous sert beaucoup, hein, parce que quand vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles, bon, vous savez que vous ne voyez pas le présent. Les étoiles, vous les voyez telles qu'elles étaient quand elles ont émis la lumière que vous recevez. Et donc ça peut être 8 minutes pour le Soleil, ça peut être beaucoup plus, ça peut être quasiment 13 milliards d'années pour la lumière que reçoit le Webb télescope et qui est en train de prendre des données. Donc on peut voir le passé très lointain. Et d'ailleurs on voit que les objets qui sont loin dans l'univers sont réglés par les mêmes lois physiques que celles d'aujourd'hui. Donc ça montre que dans le passé, les lois physiques étaient les mêmes. Bon. Mais dans les 380 000 ans qui ont suivi le Big Bang, la lumière ne peut pas se propager. Parce que la densité de particules élémentaires est tellement grande que dès qu'un photon fait un pas, il cartonne un électron ou autre chose, et donc sa propagation est entravée, et la lumière est prisonnière de la matière. Mais l'univers est en expansion, donc il se refroidit, et au bout de 380 000 ans, la température baisse à 4000 degrés,
Et à 4000 degrés, les premiers atomes se forment. Et les photons de 4000 degrés, ils n'ont pas assez d'énergie pour casser les atomes. Donc les atomes sont créés et survivent. Or la lumière, elle peut traverser les atomes. Donc à partir de ce moment-là, la lumière peut se propager librement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le fond diffus-cosmologique, qu'on a pu détecter en 1964, qui avait été prédit par des théoriciens. C'est une lumière fossile, qui est la trace de la libération de la lumière qui, 380 000 ans après le Big Bang, n'est plus entravée dans sa propagation par la matière. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce qui s'est passé pendant les 400 000 premières années, puisqu'aucune lumière ne nous parvient? Et même si vous avez le meilleur télescope du monde, vous verrez rien qui ait existé entre le Big Bang et 400 000 ans. Donc, faisant ce constat, vous dites, bon, laisse tomber, quoi. Pas possible. Mais si vous vous souvenez du théorème de Noether que je viens d'évoquer, vous dites, mais il y a une solution. Si j'utilise intelligemment l'argent des contribuables pour faire un accélérateur de particules, dans lequel je vais faire des collisions de particules à très haute énergie, des électrons, des protons, des particules donc, qui ont une charge électrique, que je peux accélérer en les entournant dans un anneau, et régulièrement je les fais collisionner. Je leur donne beaucoup d'énergie, donc au moment de la collision, pendant donc un temps très court, pendant une durée très courte, et pendant... oui, il faut que je sois cohérent, je suis désolé. Mais c'est 4 heures de cours, c'est dur. Dans un petit volume d'espace, au moment de la collision, vous allez recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Quand la densité d'énergie était très grande, les températures très grandes, etc. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, vous allez voir dans le présent se dérouler les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé et qui ne peuvent plus se dérouler dans l'univers actuel puisque l'énergie n'est pas suffisante. Donc c'est pas un voyage dans le temps, c'est pas un voyage dans le passé, c'est une cure de jouvence. L'univers localement va revivre des événements qu'il a complètement cessé de vivre depuis 13 milliards d'années. C'est comme ça qu'on a vu le boson de Higgs, c'est comme ça qu'on a chauffé le vide quantique, etc. Et donc, le fait que le temps de Newton ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps, a des conséquences énormes que lui-même n'avait pas anticipées, évidemment. Mais voilà, donc la grande question, et je vous redonne la parole, la grande question, c'est pourquoi Newton a baptisé temps la variable t, qui n'a aucune des propriétés que le langage ordinaire attribue au temps. Autrement dit, le paramètre t est contradictoire avec l'idée qu'on se fait du temps. Et donc la grande question, c'est pourquoi il l'a reconnu sous cette forme. Parce que vous voyez bien que pour reconnaître sous la forme d'une variable mathématique un concept, il faut déjà le connaître. Pour le reconnaître, il faut le connaître. Et donc, par quel stratagème intellectuel Newton s'est-il fait une idée du temps qui correspondait au statut mathématique de la variable t? Alors, quand on lit les Principia, le livre dans lequel il fait cette mathématisation, on n'a pas la réponse. Moi, j'ai interrogé des historiens, spécialistes, c'est pas clair. Et donc, par une expérience de pensée, on peut tout à fait imaginer Newton baptisant cette variable t autrement, en lui donnant un nom, je sais pas, truc. On aurait pu l'appeler truc. Trick. En anglais, je sais pas. Il dit c'est un nouveau truc, on l'appelle truc. C'est un truc qui bouge pas, voilà. Et s'il avait baptisé cette variable autrement, bah, les physiciens parleraient de truc, et tandis que les biologistes, les philosophes continueraient à parler du temps, mais ce ne serait pas une affaire de physique. Et donc, voilà, il y a quand même cette question, c'est un choix sémantique arbitraire, qui n'est pas tout à fait justifiable. Mais si Newton a eu raison de baptiser tant cette variable, autrement dit, s'il a saisi sa véritable nature sans la caricaturer ou sans la réduire, alors ce sont les physiciens qui sont légitimes à parler du temps. Mais avant de développer ça,
D'abord, je vais vous laisser poser une question, mais je voulais... Cette histoire de vocabulaire, elle paraît secondaire. On a l'air de ratiociner en la posant. Mais en réalité, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que régulièrement, vous voyez des livres écrits par des physiciens qui s'intitulent « Le temps n'existe pas ». C'est toujours perçu comme une bonne nouvelle. Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Hein. Mais bon, mais vous voyez bien que c'est un peu de l'imposture. Parce que, alors, quel est leur argument? Ils construisent des théories qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Ils ont une nouvelle théorie avec des concepts nouveaux, etc. Et dans les concepts qui sont dans leur théorie qui est à l'ébauche, ils ne voient rien qui ressemble au temps. Donc ils disent le temps n'existe pas. Oui, mais peut-être que l'idée qu'ils ont du temps est trompeuse et que la bonne idée, elle se trouve dans les concepts qu'ils ont mis dans leur équation. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément savoir ce qu'il est. Et comment savoir ce qu'il est précisément s'il n'existe pas? Voilà. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une forme d'imposture un peu limite, parce que je pensais bien que si vous écrivez un livre sur le temps, il se vend un certain nombre d'exemplaires. Mais si vous dites la même chose avec comme titre « Le temps n'existe pas », vous le vendez 20 fois plus. Donc je vais y réfléchir d'ailleurs. Vous semblez parvenir à une aporie. Ni le philosophe, ni le scientifique, le physicien que vous êtes ne peuvent scientifiquement parler du temps, ou en tout cas de façon tout à fait cohérente. Alors, vous en avez quand même fait le sujet d'une longue recherche. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, j'en suis au point suivant, c'est que si c'est la physique qui est légitime à dire le temps, en fait l'espace-temps, mais on va pas compliquer, et je prends appui sur le fait que la physique, c'est quand même une science qui, plus que d'autres, est efficace. Non seulement parce qu'elle décrit les phénomènes physiques, mais en plus, elle agit comme un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'elle permet de prédire l'existence d'objets qu'on n'a jamais vus. Ça, c'est quand même un truc qui m'a toujours fasciné, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Vous avez une théorie physique, par exemple la mécanique quantique, ou bien la relativité générale, qui est la théorie de gravitation faite par Einstein. Et si vous faites confiance aux équations, alors elles impliquent, les équations impliquent, si elles sont vraies, qu'il existe des choses dans l'univers qu'on n'a jamais vues. Bon, pour la physique quantique, ça a été le neutrino, les bosons intermédiaires, les quarks, le boson de Higgs, qu'on a détectés et qui ont les propriétés qui avaient été calculées à l'avance. C'est quand même impressionnant. Et pour la relativité générale, c'est les ondes gravitationnelles, les trous noirs, les pulsars, des choses qu'on a observées. Et donc, voilà, c'est des choses que vous ne pouvez pas relativiser. Et d'ailleurs, si vous prenez en exemple les deux grandes dernières découvertes des physiciens, 2012, c'est le boson de Higgs, et 2016, c'est les ondes gravitationnelles prédites par Einstein en 1916, donc un siècle plus tôt. Et quand vous regardez le spectre temporel des ondes gravitationnelles qui ont été détectées, la courbe qui montre comment l'amplitude varie, vous la comparez au calcul qu'on peut faire en supposant que les ondes en question ont été produites par une collision de deux trous noirs de 30 masses solaires, c'est la même courbe. Quand même. Ça veut dire qu'il y a un truc quand même. D'ailleurs, quand on a trouvé le boson de Higgs, dans la salle de contrôle de l'expérience, quand les gens commençaient à avoir un pic qui augmentait avec le temps, ce qui prouvait que ce n'était pas une fluctuation, le pic qui monte, signe qu'il y a une vraie particule. À l'époque, ils n'étaient pas sûrs que c'était le Higgs, mais ils l'attendaient quand même. Les gens voient ça. Et si vous regardez, il y a des images qui ont été prises, des photos, ils pleurent. Il y a une émotion quand même, de toucher le réel quand même. Toucher le réel. En l'occurrence, c'était le vide quantique, ce qui n'est pas rien. Donc je dis ça contre les thèses un peu relativistes d'aujourd'hui qui m'agacent, quoi, qui laissent entendre que un résultat scientifique serait un résultat qui serait obtenu par le consensus des scientifiques. Ils tombent d'accord pour dire qu'il n'y a plus de controverse. Non. Je pense qu'on ne peut expliquer l'efficacité de la physique opératoire qu'en imaginant
qu'elle dit des choses qui ont à voir avec le réel. Oui, je suis prudent, je ne dis pas qu'elle décrit le réel, mais ça a à voir avec le réel. Sinon, vous êtes obligé d'adhérer à une théorie du miracle. À chaque fois qu'une théorie prédit quelque chose qu'on observe, c'est un miracle. Ben, ça fait beaucoup de miracles. Trop de miracles. Donc le relativisme, paradoxalement, c'est une théorie du miracle. Mais voilà. Et donc, je termine juste. Si on prend au sérieux la physique, et si on tente d'imaginer ce que diraient ces équations si elles pouvaient parler du temps, on a plein de choses évidemment à dire, mais il y a un résultat qui est fondamental, qui est philosophique, qui est que, vous savez, en philosophie, on a tendance parfois à confondre le temps et le changement, le temps et le devenir. Voilà. Autrement dit, on a tendance à confondre deux formes d'irréversibilité. Il y a le temps qui est irréversible, et puis il y a les phénomènes temporels qui, la plupart du temps, sont eux aussi irréversibles. Et on fait comme si ces deux irréversibilités se confondaient. C'était la même chose, en fait. Et ce que montre la physique, c'est non. Non. Et donc elle produit des résultats qui correspondent à ce que Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire que si vous êtes philosophe, intéressé par la question du temps, et si vous prenez au sérieux les résultats des physiciens, alors il y a des choses que vous ne pouvez plus dire. Il y a des façons de répondre à certaines questions qui doivent être remaniées par le fait que certaines connaissances viennent éclairer, voire contredire certaines réponses philosophiques qui avaient été faites à des questions philosophiques. Alors, j'ai essayé d'être plus clair. En fait, en physique, le temps, il est toujours irréversible. À cause d'un principe qu'on appelle le principe de causalité. Le principe de causalité, il dit que tout événement est l'effet d'une cause qui le précède. Voilà. Et une fois que vous avez dit ça, cette loi de causalité contraint votre représentation du temps. Par exemple, du temps de Newton, il y a des gens qui imaginaient que le temps était cyclique. Et il fait des boucles. Ce qui est absurde d'ailleurs, parce que, vous voyez, imaginez que vous parcourez un premier cycle. Donc, premier cycle, vous partez du début, l'origine, faites un cycle. Puis vous en commencez un deuxième. On appelle ça l'éternel retour. Mais oui que c'est impossible. Parce que, ou bien, quand vous commencez le deuxième, vous vous souvenez du premier cycle. Vous avez la mémoire. Donc vous ne vivez pas les choses comme la première fois. Puisque vous êtes conscient que vous les revivez. Donc vous n'êtes pas dans l'état psychique de la première occurrence. Okay. Ou bien vous ne vous souvenez pas du premier cycle. Et dans ce cas-là, vous ne savez pas que vous êtes dans le deuxième. Autrement dit, il est impossible de vivre deux fois la même expérience. Soit la mémoire vous en empêche, soit il n'y a pas de mémoire et vous ne savez pas qu'il y en a deux. Okay. Et bien comment est-ce que le temps cyclique a été éliminé au temps de Newton? Par le principe de causalité. Parce que dans un temps cyclique, vous avez une cause A qui va déclencher plus tard un effet B. Mais si le temps est cyclique, en allant vers le futur de l'effet, vous revenez dans le passé de la cause. Et donc l'effet peut rétroagir sur sa cause. Pas possible ça. Pour empêcher ça, on a dit le temps est linéaire. Il ne repasse jamais deux fois par le même instant. Et donc le principe de causalité dit en fait que vous ne pouvez pas modifier le passé. Vous ne pouvez pas rétroagir sur lui. Vous pouvez mentir à son sujet, vous pouvez l'oublier, vous pouvez ne pas avoir été témoin des événements passés, mais le passé est constitué d'événements que rien ne peut modifier. Le passé est une forteresse imprenable. Okay. Et ce principe de causalité, il est décliné en mécanique quantique, il est décliné en relativité générale. En mécanique quantique, par exemple, il implique l'existence de l'antimatière. Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais en gros, la causalité en physique, c'est du béton. Mais c'est une causalité qui s'exprime sans faire référence à l'idée de cause. Parce qu'en mécanique quantique, on n'a plus de cause. C'est une physique en partie indéterministe. Mais en gros,
ce que dit le principe de causalité, c'est que voilà, le passé ne peut pas être modifié. Et cette contrainte qui est imposée à toutes les théories physiques permet de faire des prédictions qui ont toujours été vérifiées. Par exemple, en relativité, cette contrainte implique qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. C'est quand même du béton, ça. Bon, et donc, voilà, les physiciens croient en l'irréversibilité du temps. Le temps, il est structurellement irréversible. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais fabriquer deux fois, successivement, le même instant. Tous les instants ont le même statut, mais tous les instants sont inédits. Le présent qu'on est en train de vivre là ne s'était jamais produit et ne se reproduira plus. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, quand on regarde les phénomènes physiques autour de nous, n'importe lesquels, on s'aperçoit que eux aussi sont irréversibles. Par exemple, si je mets du café dans mon lait ou du lait dans mon café, ça fait du café au lait. Et une fois que c'est fait, je peux attendre la nuit des temps, je ne retrouverai jamais l'état initial. Avec le café d'un côté, le lait d'un autre côté. Le mélange, il est définitif. Et ça a posé un problème au XIXe siècle, un problème énorme, dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle, qu'on a appelé le paradoxe de la réversibilité des équations de la mécanique. Parce qu'à l'époque, il y avait Newton, la mécanique, et les gens avaient remarqué une chose étrange, c'est que quand vous changez t, le paramètre temps, en moins t, dans les équations ne changent pas. Et donc les équations sont réversibles. Si vous changez le sens d'écoulement du temps, les équations s'en fichent. Elles sont invariantes par renversement du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut remonter dans le temps, ça veut dire que si la physique, en l'occurrence newtonienne, permet à un système physique d'aller de l'état initial grand A à l'état final grand B, cette même physique permet à l'état grand B d'évoluer vers l'état grand A. Autrement dit, tout système physique devrait pouvoir retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. On ne voit jamais ça. On ne voit jamais ça. Quand vous passez un film à l'envers, vous tournez le film, vous passez à l'écran, vous voyez tout de suite qu'il est à l'envers. Et au même moment, se met sur pied une nouvelle physique qu'on appelle la thermodynamique. Avec des équations différentes, équations de la chaleur, etc. Et ces équations de la chaleur sont bizarres parce que quand vous changez T en moins T dans les équations changent. Donc, elles sont irréversibles. Et elles correspondent beaucoup plus à ce qu'on voit. Nous, on voit qu'on vieillit. Il y a peu de chances que dans notre futur, on retrouve un état qu'on a connu dans le passé. Comme si des crèmes pouvaient changer la date de naissance. Encore une confusion entre temps et phénomène temporel. Mais je n'ai pas assez d'énergie pour aller expliquer ça aux marchands de crème. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et donc, quand il y a une contradiction entre des faits et une théorie, qu'est-ce qu'on dit? Quand la théorie dit des choses qui ne sont pas vérifiées dans les faits, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la théorie est fausse. Et donc vous avez tout un courant là, qui s'est développé au XIXe siècle, qu'on appelle les énergétistes, essentiellement composés de physico-chimistes, qui ont dit les équations de Newton sont fausses. Elles marchent pour les étoiles, mais pour la vie quotidienne, les bonnes équations, c'est celles de la thermodynamique, qui décrivent des phénomènes irréversibles comme ceux qu'on observe tous les jours. Et je les comprends, un physico-chimiste. Souvenez-vous, vos TP de chimie, là. Vous avez un truc avec un liquide rouge, vous mettez une éprouvette d'un truc vert, ça fume, ça sent mauvais, il se passe des choses, ça bouillonne, et le chimiste, il apprend que les équations de Newton sont réversibles. Donc l'état final peut redevenir l'état initial. Il n'y croit pas. Donc il a confiance dans la thermodynamique. Ce débat va devenir très violent, parce que en 1851, un peu plus tard, 71, pardon, il y a un physicien viennois qui s'appelle Boltzmann,
qui dit ceci. Depuis Galilée, nous savons que faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui contredisent ce qu'on observe. Par exemple, l'observation nous montre que les pierres les plus lourdes tombent plus vite que les pierres les plus légères. Donc on dit, plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Galilée, c'est faux. Il tombe à la même vitesse, dans le vide. Et si on les voit tomber à des vitesses différentes, c'est parce qu'il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de chute que nous voyons. Mais ça n'a rien à voir avec le poids. Bon. Et donc Boltzmann s'est dit, mais peut-être que les équations de Newton qui sont réversibles ont raison. Et c'est nous qui comprenons mal l'origine de l'irréversibilité. Et Boltzmann va faire un calcul absolument génial dans lequel il fait l'hypothèse que l'atome existe, que les gaz, par exemple, sont constitués d'atomes. Et ce qu'il montre, c'est que si on prend plein d'atomes ensemble, qui obéissent aux lois de Newton qui sont réversibles, collectivement, ils vont se comporter de façon irréversible. Donc la flèche du temps, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'irréversibilité des phénomènes, est une propriété qu'on peut expliquer avec des équations pour lesquelles il n'y a pas de flèche du temps. Donc on explique le réel par des lois qui contredisent ce qu'on observe. C'est ça le génie. Hein. Moi, il va être embêté, le petit Boltzmann, ça va se gâter, il était en plus un peu dépressif. Et comme vous savez, il va, en septembre 1906, il va se suicider. Il va se pendre chez lui à Trieste, alors que ses enfants sont à la plage. Et c'était en septembre 1906, et en décembre 1906, Jean Perrin publie un article démontrant l'existence de l'atome. Donc il avait raison. Autrement dit, la physique distingue deux formes d'irréversibilité que les philosophes ne distinguent pas. Il y a d'une part le cours du temps, irréversible, qui est le passage du temps, et il y a d'autre part la flèche du temps, qui interdit à un système de retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Ces deux irréversibilités se confondent dans la vie quotidienne, alors qu'elles sont différentes d'un point de vue physique. Pour l'illustrer, parce que je sens que je n'ai pas été clair, je vais donner un exemple. Il y a un peintre, un artiste franco-polonais, qui est mort en 2011, que j'ai pu rencontrer avant sa mort. Il s'appelait Roman Opalka. Il n'a jamais étudié la physique, etc., mais il a produit toute sa vie une œuvre qui illustre exactement ce que je viens de dire. Il est né en Pologne, dans un village très pauvre. Et en 1964, il avait rendez-vous avec son épouse dans un café de Varsovie. À l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, je le dis pour les plus jeunes. Sa femme est en retard, donc il s'inquiète. Elle finit par arriver, mais pendant l'intervalle, il a senti ce qu'il appelle la compacité du temps. Il y a une angoisse du temps. Et à partir de ce moment-là, lui qui a été un peintre réaliste, il était figuratif, il a complètement changé son œuvre. Et entre 1964 et sa mort, il a fait tous les jours la même chose. Il prenait une toile d'1,80 m sur 1 mètre, fond noir, et avec de la peinture blanche, il peignait la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis quand il avait terminé une toile, il se prenait en photo dans la même tenue, la même chemise, le même appareil photo, le même éclairage, etc. Et il a fait ça toute sa vie. Avant sa mort, il a atteint 4 millions et quelques. Alors, vous verrez sur Internet toutes ses œuvres. Eh bien, son œuvre distingue le cours du temps de la flèche du temps. Pourquoi ? Parce que la suite des nombres entiers, c'est la suite des instants. Tous les instants sont différents, mais ils ont le même statut. Chaque nombre entier s'obtient en ajoutant une unité au nombre précédent. Ils sont fabriqués de la même façon. Ça, c'est le cours du temps. Et puis son visage qui est photographié à chaque fois qu'il a terminé un tableau, évidemment avec le temps qui passe, ça vieillit, des rides, il perd ses cheveux, etc. Enfin, on ne va pas énumérer. Et ça, c'est la flèche du temps. Mais en fait, ces deux choses n'ont rien à voir. C'est pas le temps qui nous fait vieillir. C'est ce qui se passe dans le temps.
c'est les phénomènes biologiques. C'est pas le temps qui vieillit, qui nous fait vieillir. Et prendre de l'âge et vieillir sont deux choses différentes, complètement différentes. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps. Enfin, la durée. On va bientôt conclure et prendre 2-3 questions dans la salle. Un truc marrant, c'est que nous, on est persuadé que c'est le temps qui nous fait vieillir. Voilà. Mais comment est-ce qu'on définit le vieillissement? Alors, il y a une définition qui est donnée par l'INED, l'Institut national des études démographiques. Le vieillissement, c'est l'augmentation, avec l'âge, de mourir dans la probabilité de mourir dans l'année qui vient. Donc vous avez, je sais pas, on prend le 1er janvier, on prend tous les hommes de 30 ans, puis on regarde combien sont restés vivants le 31 décembre de cette même année. Puis on le fait pour toutes les classes d'âge. D'accord? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que pour les hommes, regardez les cours de l'INED, entre 23 et 39 ans, on ne vieillit pas. On prend de l'âge, évidemment, chaque année on prend un an. Mais ça n'affecte pas notre probabilité de mourir dans l'année qui vient. Autrement, il y a un homme de 23 ans a la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 39. Après, bon, ça se gâte. Mais ce qui est marrant, ce qui est extraordinaire, c'est que entre j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, au début de la vingtaine, on rajeunit. Alors, quand on passe de 23 à 24 ans, on rajeunit, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de mourir qui diminue, parce qu'on évite, on a moins de comportements à risque, on se drogue moins, enfin, on fait plus attention. C'est des moyennes. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que ça décorrèle le vieillissement du fait de prendre de l'âge. Et ça fait penser aux atomes radioactifs. Parce qu'un atome radioactif, par définition, par nature, c'est un atome qui va mourir. Un atome radioactif, c'est un atome qui, par sa constitution, contient un excédent d'énergie qu'il va devoir évacuer. Et il l'évacue en émettant une particule. Il est condamné à mourir. Mais le truc incroyable, c'est qu'il meurt sans jamais avoir vieilli. Autrement dit, quand vous prenez un atome de carbone 14, que je mets dans ma main gauche, qui est là depuis 1 minute, son âge c'est 1 minute. Okay. J'en prends un autre de ma main droite, son âge c'est 2 milliards d'années. Ils n'ont pas le même âge, on est d'accord. Mais ils ont tous les deux la même probabilité de se désintégrer dans l'heure qui vient. Donc la probabilité qu'ils ont de mourir est indépendante de leur âge. Et bien nous, les hommes, on est parfois comme des atomes radioactifs, on a une probabilité de mourir qui est indépendante de notre âge. Je ne sais pas s'il y a peut-être 2-3 questions. Je disais merci pour cette conférence. Vous évoquiez le principe de causalité qui explique qu'un événement A entraîne un événement B. Qu'est-ce qui se passe lorsque je remonte ces événements indéfiniment et que j'arrive potentiellement à une origine, mais du coup cette origine n'aurait peut-être pas de cause? Comment on fait? C'est la régression à l'infini, comme on l'appelle. C'est la cuisse de Jupiter qui a elle-même une cuisse, Donc c'est un enfilement de cuisse, quoi, si on peut dire. Et comment rompre ça? Vous voyez, déjà le mot origine, ça va pas, quoi. Puisque quand vous parlez d'origine, dans le langage courant, quand vous parlez par exemple de votre origine, ou de l'origine des choses qui sont dans l'univers, par exemple les atomes, on raconte comment les atomes sont advenus à l'issue d'une histoire au cours de laquelle il n'y a pas d'atomes. Donc dans le langage courant, le mot origine veut dire conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, dont cette chose est l'aboutissement. Pareil, si je vous demande votre origine, vous allez me raconter vos parents avant votre naissance. Puis vos grands-parents, vous habitiez, je sais pas, une histoire dans laquelle vous n'êtes pas. Autrement dit, raconter l'origine d'une chose, c'est raconter une antériorité à la chose. Mais si la question qui vous intéresse, c'est plus l'origine des choses qui sont dans l'univers, mais l'origine des choses, l'origine de l'univers lui-même, là vous serez mal. Parce que si vous appliquez la même technique, vous allez devoir raconter l'histoire qui a précédé l'origine de l'univers, dont l'origine de l'univers est l'achèvement. Ça veut dire qu'il y avait un déjà là. Et d'une façon générale, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui qui sont complètement vains. Il y a beaucoup de gens qui nomment l'origine de l'univers, en disant au début il y avait
un océan primordial, un œuf primitif, toutes les cosmogonies ont inventé des start-up, des starting blocks initiaux, en disant il y avait ça, le verbe, le vide quantique, je sais pas quoi. Bon, ben, ça va pas. Parce que ou bien cette chose qu'on met en avant a toujours été là, donc il n'y a pas d'origine. Ou bien elle n'a pas toujours été là, et elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Et dans ce cas, c'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui dit que l'univers n'a pas d'origine. Ça va pas. Et d'ailleurs, est-ce que l'univers a une origine? Qui peut le savoir? On n'en sait rien. Il y a peut-être toujours eu quelque chose. Y a-t-il une autre question? Oui. Bonsoir. Merci déjà également. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, ou peut-être c'est moi qui vous ai mal compris. Vous sembliez dire tout à l'heure que Newton n'avait pas de raison, a priori, d'appeler son paramètre T le temps, si je vous ai bien compris encore une fois. Mais est-ce que je ne peux pas d'un côté prendre un sablier sans m'occuper de Newton et dire j'appelle, je sépare après de avant en regardant le nombre de grains de sable qui sont au fond de mon sablier, et d'un autre côté j'ai le temps de Newton qui sur un axe va discriminer après de avant en fonction de si le nombre que j'ai sur l'axe est plus grand ou plus petit que celui d'avant. Donc est-ce que cette propriété qu'ont en commun le temps d'avant Newton et le temps de Newton ne suffit pas à justifier le choix de Newton? Si, sans doute. Lui s'appuyait, pour ce que j'ai compris, plutôt de mécanique céleste. Mais l'exemple du sablier est bon. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que si on retire le sablier, et s'il ne se passe rien, le temps s'écoule de la même façon. Autrement dit, c'est pas un phénomène temporel qui peut être considéré comme le moteur du temps. Et d'ailleurs, Newton le dit lui-même, il dit, quand il dit « je ne feins pas d'hypothèse », c'est quand il note, il met une flèche sur l'axe des temps en disant je ne sais pas de quoi c'est fait, et je ne cherche pas à trouver une hypothèse. Autrement dit, le mystère du moteur du temps, il reste entier, même si aujourd'hui il y a des théoriciens qui pensent que, par exemple, la non-commutativité des observables en mécanique quantique crée une dynamique dans le temps, c'est les thèses d'Alain Kohn par exemple ou d'autres, qui pensent avoir identifié mathématiquement ce que pourrait être le moteur du temps. Mais c'est des hypothèses et des conjectures que pour l'instant on n'a pas pu vérifier. Donc oui, on peut dire par exemple que l'écoulement d'un sablier, par ses régularités, est une sorte d'analogie du passage uniforme du temps newtonien. Oui, je pense qu'on a raison de le dire. Mais voyez bien que ça ne résout pas le mystère de la durée. La durée, elle est constituée d'instants qui se succèdent, de durées nulles, qui se juxtaposent. La discussion entre Einstein et Bergson, quand Einstein est venu à Paris, ils sont pas très bien compris. Mais en gros, Bergson n'avait pas bien compris la relativité. Mais il a posé les bonnes questions. Il dit, vous les physiciens, vous écrivez le temps comme s'il était de l'espace, en juxtaposant les instants. Question de Bergson, comment du juxtaposé peut-il devenir du successif? Voilà. Qu'est-ce qui fait que ces instants que vous mettez ensemble se déroulent ou apparaissent l'un après l'autre? C'est quoi le truc? Et ça, on n'a pas vraiment... on n'a pas la réponse. C'est ça que moi j'appelle le mystère du temps. Et constamment, on le rabat sur des phénomènes temporels. Et oui, les théories physiques, quand on les fait parler, elles disent des choses extraordinaires. Par exemple, la relativité restreinte d'Einstein de 1905, elle dit que là, on est tous immobiles dans l'espace. C'est un argument que j'utilisais beaucoup quand il y avait le confinement et que les gens s'impatientaient dans les queues qu'ils faisaient devant les boulangeries. Ils s'énervaient, ça n'allait pas assez vite. Et je leur disais, mais vous savez, dans l'espace-temps, là, on est à fond. Parce que ce que dit la théorie de la relativité, le message de la théorie de la relativité, c'est que dans l'espace-temps, et pas dans l'espace, dans l'espace-temps, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, on est à fond, là. Et si la queue allait vite, ça veut dire qu'on serait en déplacement dans l'espace. Et en se déplaçant dans l'espace, on ralentit la vitesse avec laquelle on va vers le futur. Ne faites pas ça. Sinon, il faudra acheter des crèmes.
Restons à fond. Il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous remercier Étienne Klein pour votre venue. Il me reste aussi à vous inviter à aller voir l'exposition et bien sûr à lire les livres d'Étienne Klein, notamment Court-circuit, le dernier est paru. Vous les trouvez en bas à la librairie et je crois qu'Étienne Klein se prête à une petite séance de dédicace. Je vous remercie.